Allez hop, c'est reparti. Maintenant qu'on a ces données texte dans la mémoire du système de programmation de Python, on va découper ces valeurs qui correspondent donc au niveau du canal gauche et au niveau du canal droit par paire, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. On va les transformer en nombres et les stocker en mémoire dans des listes. Des listes qu'on appelle en anglais array, c'est des champs de données comme une colonne d'un tableau Excel. Mais pour l'instant, les valeurs qui sont là, on les a uniquement en texte. Donc il va falloir les stocker quelque part sous forme de nombres. Et puis ensuite, on pourra créer les points qui nous intéressent à partir de ça. Alors juste pour se remettre le truc en mémoire, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite faire la chose suivante. Attendez, je vais dupliquer ça et je vais cacher ça. Voilà. On souhaite en fait créer une série de surfaces, comme celle qu'on a là, à partir des données audio que l'on a. Donc les données audio que l'on a ici sur ces splines, en fait, ça correspond spline par spline à ce point-là pour la piste gauche qui va être plus élevé, moins élevé, avec un 0 qui se trouve à un certain endroit. Ce niveau-là pour la piste droite qui va être plus élevé, moins élevé. Alors encore une fois, c'est dans le même sens. Quand le niveau de la piste droite est plus élevé, il part à droite. Quand le niveau de la piste gauche est plus élevé, il part à droite aussi. Et ensuite, on va calculer ce point intermédiaire qui devra faire un angle droit, ici. Et puis, enfin, dans notre fichier de données, qui est celui-ci, donc on a des données, voilà, pour la gauche et la droite. Gauche, droite. Et ça correspond à chaque ligne. Donc on a une donnée gauche-droite, une autre gauche-droite, une autre gauche-droite, et ces données vont varier. Donc il va falloir fabriquer les points qui forment ces pas forcément des courbes, mais on va fabriquer les points en mémoire. Le premier point qui se trouve toujours au même endroit. Le deuxième qui va bouger en fonction de l'amplitude de la voie gauche. Il y a le troisième, on y vient. Le quatrième qui va bouger en fonction de la voie droite. Et le dernier, le cinquième, qui est la fin de notre surface. Et lui, il est toujours au même endroit par rapport au centre. Lui, il va être par exemple à moins 50 en X, là, c'est-à-dire vers la gauche, à moins 50. Lui, il va être à plus 50. Lui, il va être à un certain endroit, plus ou moins, suivant les valeurs qu'on lit. Lui, il va être à un autre endroit, plus ou moins, suivant les valeurs qu'on lit. Et lui, on va calculer sa position pour avoir à chaque fois un angle droit là en bas. Donc si je déplace par exemple, si ce point là il a une valeur positive élevée et lui aussi, ce point là il devra se trouver à un certain endroit pour avoir un angle droit. Et à partir de ces différents points que l'on va créer, ensuite on va créer des faces. Donc voilà, là j'ai mes lignes et ensuite on va créer des faces. Donc on va avoir, alors je vais juste convertir cet objet temporairement en objet éditable. Je désactive ça, voilà. Ce que l'on veut créer, nous, c'est les faces. Cette face, cette face, cette face et cette face. Et pour créer au moins le premier début de sillon, vous remarquerez qu'il nous faut un point ici, 2, 3, 4, 5. Premier échantillon, 5 points. Deuxième échantillon, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 points également pour le deuxième échantillon. Puis ensuite, voilà, ces points-là, ils vont être déplacés à droite, à gauche, suivant les fréquences, suivant ce qui se passe dans la piste audio. Mais avant de pouvoir créer les faces, parce que si on numérote les points, si le point, alors
quand on programme en informatique, quand on a des listes de données, le premier élément de la liste du champ qu'on appelle array. Alors en programmation aussi, en Python, on a les arrays et les listes. C'est une façon de gérer des listes de données qui ont des fonctions différentes. On va utiliser des arrays, des champs de données. On n'a pas besoin d'utiliser des listes. Les listes sont pratiques parce qu'on peut par exemple les trier ou des choses comme ça. Les arrays, on peut pas les trier. Enfin, on n'a pas de fonction directement pour les trier. Et nous, on n'a pas besoin de les trier. Mais il va falloir qu'on crée une série de points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les points 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va créer les points, enfin, excusez-moi, on va les appeler 0, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va créer les points 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, le 10, 11, 12, 13, 14. Et puis, une fois qu'on aura fini de créer les points, pour notre objet polygonal, on va définir les faces. Donc on va avoir une autre liste qui va être une liste de faces. Voilà, ça c'est un polygone, enfin une face. Parce que enfin, il y a un problème toujours avec ces 4D, c'est que il y a des termes différents suivant les trucs. En fait, ce que l'on voit là, ça s'appelle un modèle. Ce modèle, il est composé de polygones, mais en même temps, chacune des faces, c'est un polygone. Donc c'est toujours une gestion du vocabulaire qui est un petit peu compliqué. Mais bon, cette première face, elle est composée des points 0, 6, 7 et 2. Et cette deuxième face est composée des points 1, 7, 8 et 3. Donc on va d'abord créer les points dans des listes. Et ensuite on va faire une liste dans laquelle on va dire la première face, la numéro 0, elle est composée de ces 4 points. La face numéro 1, elle est composée de ces 4 points. La face numéro 2, elle est composée de ces 4 points, etc., 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 etc. Donc, pour chaque échantillon, donc chaque ligne là, on va devoir créer 5 points à partir des 2 valeurs que l'on a. Le premier point qui est toujours au même endroit et qui va avancer à chaque fois, pas à pas, par rapport aux échantillons, il va avancer, mais il est toujours à, on va dire, moins 50 à gauche. Le deuxième point, qui lui va varier en X suivant la valeur que l'on lit. Le troisième point, qui lui va varier en X suivant la valeur que l'on lit pour le canal droit de la piste audio. Et le dernier point, qui est toujours à plus 50, et quand on passera à l'échantillon suivant, eh ben on avancera simplement, il sera à plus 50 en X, mais plus loin en Z. Et puis au milieu, il va falloir calculer la position de ce point-là, qui devra former un angle droit, enfin un triangle entre le point de la piste gauche, le point de la piste droite, et ici, on devra trouver la position horizontale et verticale de façon à avoir un angle droit. Voilà, c'est impératif, c'est comme ça que les vinyles marchent. Alors pour être bien explicite à ce sujet, on va créer 2 variables qui vont être des champs de données. Et comme sur un tableau Excel, on va avoir une info ici, une info là, une donnée là, ça, là, là, hein, pour le canal gauche. Et on va avoir des données pour le canal droit. Je mets n'importe quoi. Hein. Voilà. Et ça va être des nombres à virgule. Mais au lieu de les appeler A, et puis valeur, enfin A, colonne A, ligne 1, et A, ligne 2, ligne 3, qui correspondent à nos échantillons, le premier échantillon, le deuxième, le troisième, ici la même chose pour le canal droit, on va les appeler left et right, et en informatique, on commence, quand on a des champs de données, ils commencent toujours au numéro 0, ils ne commencent pas au numéro 1, voilà, c'est comme ça. Donc revenons sur notre script Python, parce que pour l'instant, on n'a que les données dans une mémoire, et les données sont en texte dans la variable qui s'appelle data.
Donc, maintenant que les données sont dans Data, à partir de là, on est dans cette section qui est si le fichier existe, fais ça. Donc, on va continuer notre script avec cette indentation, c'est-à-dire continue à faire ça, parce que si je reviens en arrière là, s'il y a eu une erreur là sur la lecture du fichier, il va essayer de faire ce qu'il y a après, mais s'il y a eu une erreur avant, dans Data, il n'y aura rien. Donc je reste dans la même indentation ici, donc je reste dans le même module, si c'est vrai, tu fais ça. On pourrait, d'ailleurs tiens, on peut s'amuser à le faire, je crois qu'on peut mettre un else return. Donc là on va mettre un, voilà, et si on a un if, si ça c'est vrai, fais ça. Si ça l'est pas, on met un else, deux points, tu fais quoi? Je vais mettre return. Je crois qu'il suffit de mettre return. Je sais pas si il faut mettre des parenthèses ou pas, j'ai oublié. Bon, je crois pas qu'il y ait besoin de trucs, mais avant le return, on va lui dire sinon, si tu n'arrives pas à lire le fichier, affiche print dans la console, affiche, je sais pas, no good file. Le fichier est pas bon, on va dire. Et tu quittes. Et return, c'est tu quittes la fonction. Donc, la fonction, elle est appelée dès le début, là en bas. On appelle la fonction main. Il essaye de lire le fichier. S'il y arrive, il fait ça. S'il n'y arrive pas, il quitte. Il quitte la fonction main et il revient là en bas et c'est la fin du programme. On va essayer ça. Donc, on va afficher la console. Elle est où? La console, elle est là. Et on va mettre un vrai nom de fichier. Donc, exécute. Ok, c'est bon. J'efface le contenu de la console. Si je mets un nom de fichier erroné, si je mets un 0 en trop, je fais execute. Hop, il a affiché no good file. Et il est revenu ici de la fonction, de l'appel de la fonction main. Ici au début du programme, là en bas, il appelle la fonction main. Et si ça va pas, ben, no good file et puis return. Maintenant, si ça va, eh ben, tu peux continuer. Donc on va mettre print good file. On va exécuter ça. Alors là, il a juste écrit no good file, donc il n'est pas arrivé jusqu'à cette ligne, puisque return lui a dit hey, tu quittes la fonction main là. C'est fini. C'est pas bon. On pourrait éventuellement lui dire de renvoyer un code d'erreur qu'on pourrait utiliser quand on appelle la fonction main ici. Mais bon. Donc là, si le fichier est bon, alors justement, je vais enlever un 0. Je vais effacer la console. Je fais execute. Good file. Le fichier est bon. Ça veut dire que maintenant, on peut continuer ici. Donc si le fichier est bon, on va faire quoi? On va séparer les données qu'on a ligne par ligne, puisqu'on a un fichier texte, avec des données ligne par ligne, avec une valeur à gauche, une valeur à droite. Séparé par un point, alors ça peut être un problème suivant le système, l'OS que vous utilisez, le Windows ou le Mac. Si votre système met des virgules dans votre fichier, il va falloir le gérer autrement, quoi. Enfin bref, il va falloir se débrouiller avec ça, mais je ne veux pas rentrer dans cette problématique-là. Pour moi, je génère des fichiers qui contiennent des points, et quand je les utilise dans Python, ça marche avec des points, donc c'est ok. Alors, on va créer, on va utiliser deux variables que l'on va appeler cLeft et cWrite. Mais alors, on va le faire. On va avoir cLeft qui est le canal gauche et on va avoir canal right. cLeft et cWrite. Et pour déclarer ces variables comme étant des champs de données, donc données numéro 0, données numéro 1, données numéro 3, etc. Il va falloir utiliser une certaine forme de syntaxe. Et pour dire qu'une variable, c'est un champ, on utilise cLeft, par exemple, égal, et on met des crochets. Alors, ça peut être un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut spécifier précisément. Quand on met des crochets, ça veut dire que c'est une suite de valeurs référencées.
Je veux la valeur 0, je veux la valeur 1, la 2, la 3e, la 4e, la 5e, etc. Mais on peut spécifier éventuellement quel type de valeur on stocke. C'est pas obligatoire. Si on veut le spécifier, on utilise la fonction array avec un type code. Donc je dis que c'est un champ de données, et j'utilise un code qui indique le type. Si par exemple dans le code je mets F, ça veut dire que select, ça va être un champ de données dont je connais pas la taille encore, je sais pas s'il y aura 20 valeurs ou 50, mais ça va être un champ de données qui va contenir des données de type float, des nombres à virgule. Alors, ces deux variables, je peux les déclarer maintenant, je pourrais les déclarer là en haut, mais je peux les déclarer maintenant que je sais que le fichier est bon et que je peux le lire. Alors je peux dire select, c'est un array de f, de type float, ou je peux simplement, et il va s'en occuper automatiquement, si je mets des crochets, select égale crochet ouvert, crochet fermé, cwrite aussi, je viens de dire, voilà deux variables qui vont contenir une série de données. Très bien. Maintenant, cette série de données, elle vient d'où? Cette série, elle vient de la variable data, qui contient pour chaque ligne deux valeurs. Valeur du canal gauche, left, valeur du canal droit. Donc, il va falloir que je découpe, en fait, d'abord, data contient tout mon fichier texte. Donc, il va falloir que je le coupe par ligne. Alors, pour le couper par ligne, on peut prendre une fonction, enfin, une variable qui contient du texte avec des lignes, et utiliser une fonction qu'on ajoute, donc on met point, qui s'appelle splitlines, avec des parenthèses parce que c'est une fonction, et là on lui dit, ben, coupe les données de texte par ligne. Ok, mais là ça veut pas dire grand chose, parce qu'il va me renvoyer, je suppose, la première ligne. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est boucler sur les lignes, passer de ligne en ligne, une ligne après l'autre. Et dans chaque ligne, on veut prendre la valeur qui se trouve dans chaque ligne, la valeur qui se trouve là à gauche et la valeur qui se trouve là à droite, pour les affecter à nos champs select et cwrite et rajouter des données. Donc on va faire ce qu'on appelle une boucle. Alors attendez, je vais rajouter juste des lignes là à la fin pour que ce soit plus facile à lire. On va faire une boucle, et quand on fait des boucles sur des séries de données, donc on utilise la fonction qui s'appelle for, on lui dit pour, et là je vais déclarer une variable. Par exemple pour line, pour cette ligne, je peux l'appeler line ou ligne, peu importe, for line in data.splitlines. Donc là il me coupe toutes mes valeurs, tout mon texte, tout le texte, il le coupe, et chaque ligne est accessible à travers la variable line. Et donc maintenant, dans cette boucle, alors il faut que je rajoute 2 points à la fin pour dire, hey, pour chaque ligne que tu vas trouver dans la variable data, tu prends la ligne, tu la mets dans la variable line, et tu vas faire ce qui est derrière les 2 points là, donc une indentation, faut être à l'intérieur, et puis on va mettre par exemple on va faire print line, juste pour voir ce qui se passe. Je fais execute, hop, voilà, il m'a écrit les lignes une par une. C'est la même chose que si je fais print data, sauf que là, il exécute print ça, print ça, print ça, print ça. Et donc, il affiche toutes les valeurs qu'il a trouvées jusqu'à la fin. C'est OK. Maintenant, il faut que je découpe ma ligne en deux. Et il y a une fonction très très simple pour faire ça. Alors, on peut utiliser un paramètre pour lui dire comment il faut couper. Par exemple, si je fais printLine.split, et là j'appelle une fonction, donc je veux que tu m'affiches la ligne découpée,
Et là, si je fais execute, voilà. Vous voyez, il m'affiche ça d'une façon différente. C'est une série de paires de valeurs. Il y a des crochets au début, des crochets à la fin. Et au milieu, il y a entre guillemets, il y a un petit guillemet simple là, un guillemet simple ici. Et ça, c'est un texte. Moins 0.63620. Guillemet simple. Ça veut dire que ça, c'est un texte. Virgule. Donc il a séparé, virgule. L'autre valeur qu'il a trouvée en coupant avec la fonction split, et il a coupé en cherchant des espaces en fait. L'autre valeur qu'il a trouvée, c'est celle-là, qui se trouve dans la colonne de droite, on va dire. Donc maintenant, j'ai deux colonnes, mais qui sont au format texte. Alors, pour accéder au contenu de chacune de ces lignes, en fait, c'est une paire de valeurs. C'est un array qui contient deux valeurs. La valeur 0, celle qui se trouve là, et la valeur d'index 1, celle qui se trouve là. Je pense qu'on doit pouvoir accéder, par exemple, uniquement au canal gauche en mettant crochet 0, en lui disant je veux accéder dans ce découpage de la ligne qui me renvoie deux valeurs dans un tableau de valeurs. Je veux accéder à la première qui a l'index 0. Et si je fais execute, voilà. Ici, il m'affiche uniquement la première valeur sous forme de texte, celle qu'il a trouvée à gauche. Et si je mets 1, il va m'afficher l'autre. Bon. Donc maintenant, je sais que je peux accéder à travers line split en mettant crochet 0 ou crochet 1. Je peux accéder à la valeur du fichier texte, là, celle qui se trouve à gauche ou celle qui se trouve à droite. Je crois que la fonction split, on peut lui indiquer un splitter. Je peux mettre par exemple ici, si je mets entre guillemets point, je crois que je le force à découper la ligne là où il y a des points. On va voir, je vais faire execute. Il faut que je descende. Voilà. Là, en fait, il m'a coupé. Voilà. Il a découpé les lignes. Donc, il a trouvé un 0. Puis après, il y avait un point. Alors après, il a trouvé une valeur. Alors, le slash T0, bon, pour l'instant, on s'en moque. Mais ça veut dire qu'il y a un espace. Et ensuite, il a trouvé donc un espace ou une tabulation, en fait. Ensuite, il a trouvé un 0 également, mais vu que je lui ai dit de découper là où il y avait des points, pas là où il y avait des espaces. Donc ensuite, il m'a trouvé ce qui se trouve après le deuxième point. Voilà. Donc, nous, on va juste utiliser le split comme ça, sans paramètres. On pourrait lui indiquer split avec un espace, en lui disant spécifiquement coupe là où il y a des espaces. Encore faut-il s'assurer que ce soit bien un espace qui se trouve là au milieu et pas éventuellement une tabulation. Mais je crois que par défaut il le fait show symbol, white space and tabs. Voilà. Alors ça c'est un tab et ça c'est un espace. Donc en fait mes valeurs sont séparées par des tabulations ici. Donc si je lui demande de splitter en mettant un espace, ça marchera pas. Il faut que je lui demande de splitter en mettant anti/t pour lui dire de couper là où il y a des tabulations. Execute. Voilà, si je le force et je lui dis tu coupes là où il y a des tabulations, ça marche. Il me trouve le premier nombre et le deuxième. Mais pour l'instant, ce sont des nombres sous forme de texte. Alors, il s'avère que quand j'ai exporté mes données depuis Audacity, c'est Audacity qui a décidé de mettre des tabulations. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Mais là, je peux le forcer et lui dire, si on met rien, en fait, il coupe soit quand il y a des espaces, soit quand il y a des tabulations. Mais là, je peux le forcer et lui dire, coupe quand il y a une tabulation. Alors, pour que ce soit plus facile et plus pratique pour nous, on va travailler uniquement avec un petit fichier de, je sais pas, d'une dizaine d'échantillons, enfin ou 20. Donc je vais simplement, alors ici je suis dans mon éditeur de texte qui s'appelle Notepad, donc j'étais dans View, Symboles, non je veux pas les symboles, je vais prendre juste, on va dire, une vingtaine de lignes,
Bon, allez, un petit peu plus. 30, voilà. Je me fais un nouveau fichier, je colle ces lignes. Voilà, j'ai juste 30 lignes. Et je vais enregistrer ce fichier dans mon dossier Groove Scripts. Donc CTRL S, Groove Scripts. Je vais l'appeler Groove Linear. Je vais rajouter underscore short. Comme ça, c'est une version courte en fait. Voilà. C'est une version courte. Donc je prends ce nom de fichier, je reviens dans mon script et je lui dis tu utilises plus ce fichier là, mais tu utilises la version short. Là, il faut que je mette un guillemet au début, je l'ai effacé. Voilà. Donc si j'efface la console et que je refais execute, voilà. Là, j'ai voilà, les 30 lignes qui ont été lues. Donc j'accède aux lignes une par une à partir de là. Ok. Donc il s'avère que si je prends line split, donc je prends la ligne en cours, je la coupe, split. Alors je peux spécifier que c'est une tabulation ou pas, hein. Je vais mettre ça en commentaire. Line split, donc je peux accéder au canal gauche, à la valeur de gauche en mettant entre crochets 0, et je peux accéder au canal de droite en mettant entre crochets 1. Parce que la valeur de gauche ici, c'est la première, donc index 0. La valeur de droite, c'est la deuxième, index 1. Donc ça correspond, line split 0, ça correspond à la valeur du canal de gauche, et ça correspond à la valeur du canal de droite. Et j'ai créé mes champs de données là avant. Donc, je vais utiliser cleft, la variable cleft, pour ajouter une valeur dans ce champ de données, parce qu'on a cleft 0, cleft 1, cleft 2, cleft 3, et chacun de ces cleft, je vais vous le faire en vrai, voilà. Cleft 0, qui est égal à quelque chose, on va avoir cleft 1 qui est égal à quelque chose, cleft 2 qui est égal à autre chose, etc. Et pour ajouter des données dans un array, un champ de données qui pour l'instant est vide, je l'ai simplement déclaré, j'ai dit que cleft c'était un champ de données. Eh bien je vais prendre ma donnée cleft, je vais utiliser la fonction, donc j'ajoute .append, c'est append, oui c'est ça, et je mets entre parenthèses la donnée, entre parenthèses, excusez-moi, la donnée que je veux mettre à l'intérieur. Et je vais faire la même chose pour cwrite, R-I-G-H-T. Mais dans cwrite, je veux qu'il prenne la deuxième partie du découpage de la ligne. Donc je mets l'index 1. Et maintenant je peux me faire par exemple un print. Alors je vais mettre entre parenthèses, je vais mettre des guillemets, voilà, cleft 2 points 1, virgule, affiche-moi cleft. Alors quand on met print, on peut séparer des éléments que l'on souhaite afficher avec une virgule. Donc je vais lui demander de m'afficher cleft, le cleft 0, la première donnée qui se trouve dans le champ de données cleft. Et pour cwrite, je vais lui demander d'afficher la première, cwrite. Alors là ça va être cleft donnée numéro 0, cwrite, donnée numéro 0, la première dans le tableau de données. Donc cleft, et là c'est cwrite. Et si je fais print, si je fais execute, voilà. Il m'affiche ce qu'il a trouvé cleft 0, cleft 0, cleft 0, cleft 0. Bah oui, parce qu'à chaque fois je lui demande de m'afficher la valeur qui est dans la première, enfin dans le premier index de données de cleft. Maintenant si je lui dis imprime-moi cleft de 1 et cwrite de 1, j'efface la console, j'exécute le script. Ah, j'ai fait une boulette. Ah oui, c'est normal, c'est parce que la première fois que j'exécute ce script, il y a une seule donnée et j'essaye d'accéder à la deuxième.
il y a la donnée uniquement... Enfin, quand je fais select append alors que le champ est vide, je remplis la cellule numéro 0. Donc je peux pas lire la une. C'est pour ça qu'il me fait une erreur. Index out of range. J'essaye de lire la donnée select numéro 1, enfin d'index numéro 1, alors que il n'y a qu'un index numéro 0. Il ne contient qu'une donnée. Donc ça marche pas. Bon, ok. Vu. Alors, maintenant, quand je fais select append, ça veut dire ajoute dans la colonne de données, on va dire, select, ajoute la donnée que tu lis dans la première partie de la ligne. Hein, encore une fois, c'est les valeurs. Voilà. Il prend une ligne, par exemple cette ligne 5. Ce qu'il trouve à gauche, il le met dans select, et ce qu'il trouve à droite, il le rajoute dans write. Mais là, il le fait en mode texte, si je puis dire. Alors il faut que je le force, au lieu de mettre du texte dans select et write, il faut que je le force à convertir line split première valeur et line split deuxième valeur, enfin premier index et deuxième index. Il faut que je le force en lui disant hey, tu sais quoi, ce que tu viens de lire là, la première partie de la ligne, tu le prends pas comme un texte, tu le prends comme un nombre à virgule. Donc je rajoute devant float, entre parenthèses, je lui dis qu'est-ce que je veux convertir en float. Là, je vais mettre un peu des espaces qu'on puisse lire un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Là, voilà. Donc, converti en float, en nombre à virgule, tu convertis ce que tu lis dans la deuxième partie et tu le mets dans write. Donc là, je remplis un tableau select et un tableau write qui ont des index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, comme des colonnes dans un tableau Excel. Sauf que en mettant ce float et en indiquant la chaîne de caractères, le texte qui représente le nombre, je l'oblige à convertir cette donnée en nombre et il va mettre ce nombre à virgule dans select. Donc maintenant que j'ai rempli mes deux tableaux select et write à travers cette boucle, hein, là on a un for line dans les données que l'on split, que l'on coupe ligne par ligne. Pour chaque ligne, tu fais ça. Je reviens là, et maintenant je réindente, je reviens en arrière. Une fois qu'il a terminé cette boucle, il passe à la suite, et à la suite, je peux, par exemple, déjà voir le nombre de données que j'ai. Donc, je vais utiliser une variable que je vais appeler samples count, le nombre d'échantillons, égale len, c'est une fonction qui va me permettre de connaître la... alors len, c'est une abréviation de length, qui est la longueur en fait. Donc si je prends length de left, sample counts, ça va être une variable qui va contenir le nombre de données qui sont dans left. Et il devrait y avoir le même nombre de données que dans write, puisqu'il y a des données gauche-droite dans chaque ligne. Et puis, tiens, on va en profiter, on va faire print, guillemets, donc samples count, deux points, espace, guillemets, et je vais afficher dans la console le nombre d'échantillons que j'ai lus. J'efface la console, je fais execute. Voilà, sample count 30. Il a trouvé 30 lignes. 30 lignes de données. Très bien. Ça, c'est une valeur qui m'intéresse parce que ces 30 lignes de données, elles correspondent en fait à ma capacité là à créer des échantillons ici qui vont correspondre à ces lignes là. Donc spline 1, spline 2, spline 3, spline 4, spline 5, enfin
spline 0, spline 1, 2, 3, 4. Et moi, pour l'instant, j'ai des données, j'ai suffisamment de données pour en tracer 30. Très bien. Alors, maintenant, ça va commencer à se compliquer un petit peu, parce qu'il va falloir qu'on crée les points. Alors, je vais d'abord créer une variable qui va être globale, donc je vais la mettre, je vais la mettre en haut de mon script. Alors, je pourrais la mettre ici ou je peux la mettre là, peu importe. Dans cette fonction là, voilà, dans cette fonction, je déclare une variable qui va s'appeler points, qui va être un array, donc je mets égal et je mets des crochets, et je vais mettre un commentaire, je vais lui dire, je vais l'appeler array of points, donc c'est un champ qui va contenir les points. Donc ça, cette variable points, ça va être une liste de quoi? Ça va être une liste de points, mais ça va être une liste qui va contenir des vecteurs. Enfin, des vecteurs, des coordonnées pour chaque point, des coordonnées x, y, z. Okay. Et ça va me servir à créer les points, donc, qui forment ces différentes lignes. Donc le point 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, et donc on va créer des milliers de points avec ça. Ok? Donc j'ai déclaré mon champ de points là en haut. Ceci dit, j'aurais pu le faire après, c'est-à-dire que je peux le faire après avoir vérifié que mon fichier texte il existe, hein. C'est-à-dire que je peux le faire par exemple là. Voilà. Je déclare un champ de points. Et maintenant, il va falloir que je boucle sur mes paires de points gauche-droite, enfin mes paires d'échantillons gauche-droite, pour créer les points. Alors, j'ai besoin de les compter également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une variable temporaire qui est le nombre. Alors le nombre, je l'ai. Le nombre d'échantillons, je l'ai dans sample counts, mais je vais utiliser une variable temporaire que je vais appeler values, qui est le nombre de valeurs que j'ai, et je vais utiliser la fonction range pour déclarer le nombre d'échantillons que j'ai. Donc je sais que j'ai un nombre d'échantillons égal à sample counts, et maintenant je veux des valeurs qui vont aller range de 0 à sample count, de 0 jusqu'au dernier, de 0 à 30 en fait, puisqu'ici on affiche 30, voilà. Et maintenant je vais créer une autre boucle, là ça se complique un petit peu, hein. For, alors je vais prendre, on a l'habitude d'utiliser des variables basiques de type i quand c'est des entiers, quand c'est des nombres entiers. Parfois on utilise i, u, x, y, enfin peu importe, mais for i, ça c'est un classique. Pour i in values, 2 points. 2 points. Alors ça veut dire, je vais faire une boucle là, une boucle où i va varier de 0 jusqu'à values. Donc i va d'abord être égal à 0, ensuite à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 30. Puisque c'est la valeur de values. Au lieu de values, j'aurais pu mettre directement sample counts, mais je préfère ne pas mélanger les choses dans mes boucles, pour être bien sûr. Bien. Donc maintenant je commence une boucle avec i égale à 0. Et il faut que je m'occupe du premier point, puisque je suis prêt, maintenant j'ai un champ qui peut stocker des points. Alors les points, on les stocke comment? On les stocke dans des variables vectorielles. Nos variables vectorielles, ça va être, alors, elles sont du type c4d.vector avec un V majuscule, et on met entre parenthèses les valeurs. Alors ça va être par exemple 0,0,0. Voilà, ça c'est un point
codé en x, y, z. Donc moi je veux mon premier point. Donc mon premier point ça va être point, puisque c'est un champ. Je vais rajouter append. Je vais ajouter dans mon champ de points ce point-là, ce nouveau point qui a les coordonnées 0, 0, 0 en x, y, z. Alors excusez-moi, je me suis trompé, j'ai fait un égal, non. Quand on met append, c'est une fonction, donc il faut mettre des parenthèses et mettre à l'intérieur. Voilà, je dis, dans le champ de données point, tu append, donc tu ajoutes une donnée qui est celle-ci. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse pour le premier point que l'on voit là, c'est que d'abord, en profondeur là-bas, en bleu là, le Z, le premier point, en tout cas, il se trouve à 0, en Z. Et on va avoir 5 points, donc 1, 2, 3, 4, et le cinquième qui est là à côté. On va avoir 5 points qui se trouvent en profondeur de Z. Donc il va falloir que je gère ma profondeur, il va falloir que je crée 5 points là, et puis que j'augmente la profondeur des points en Z à chaque fois. Donc je vais utiliser une autre variable intermédiaire que je vais appeler Z, comment je vais l'appeler, Z-step. Z-step, c'est à chaque fois que j'ai créé un bout de courbe d'un échantillon, le suivant il va augmenter de temps. Alors on va mettre 5. Comme ça pour chaque ligne d'échantillon, la ligne suivante, en X, elle est sa valeur de X, elle est 5 points plus loin, on va dire. Et ça tombe bien puisque dans I, j'ai des index qui vont de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, sur la première boucle, l'index de I est égal à 0. Donc, je vais en Z, mon premier point, je sais qu'il est égal à I fois Z. Z-step, excusez-moi. I étant égal à 0 lors du premier passage dans cette boucle, 0 fois 5, ça va être 0. Donc les coordonnées en profondeur en Z de ce premier point, ça va être 0. Et en X, ce point-là, je vais le mettre à moins 50. Parce que ce que l'on va faire, c'est que on va tracer nos courbes là, avec le point du milieu, ben, il sera là où il est, mais le point de gauche, il va être à moins 50, et celui de droite, il va être à plus 50. Ce qui fait que entre les deux, en fait, la distance entre les deux, ce sera 100. C'est complètement fictif, tout dépend dans les préférences, je crois, dans units, voilà, de l'unité que vous utilisez ici. Voilà. Donc là, je suis en centimètres, ok, ça ira très bien. Et alors, ce premier point, celui qui se trouve à gauche, là, le premier point pour chacune de ces courbes, on va dire, il a une particularité, c'est qu'en hauteur, puisque c'est un vinyle qui est à plat, en hauteur, sur l'axe Y, il est toujours à une hauteur de 0. Le point d'index 0 est à une hauteur de 0, le point d'index 1 est à une hauteur de 0 aussi. Il n'y a que le point d'index 2, le troisième point, qui va avoir une hauteur variable. Mais le point 0, 1, 3 et 4, ils vont toujours être à une hauteur Y. Donc, l'altitude Y là sur l'axe vert, ça sera toujours 0. Donc là, je viens d'enregistrer le premier point qui correspond au point qui se trouve, alors attendez, je pousse ça, sur cette spline, c'est ce point-là. Voilà. Altitude, 0. Valeur en X, moins 50. Et valeur en profondeur, bah, pour l'instant c'est 0. Et le prochain, il sera à 1 fois 5. Donc le prochain, il sera là-bas. Enfin, le prochain point qui débute un échantillon. Donc là, j'ai mon premier point. Alors, le deuxième point, il est où? Alors, on va refaire la même chose. On va ajouter un point à notre liste de points. Donc, points append, sous forme de fonction.
Et je vais mettre entre parenthèses, donc je vais déclarer un C4D vector, dire c'est un vecteur. Donc tu vas m'enregistrer les coordonnées x, y, z. Et alors, je vais mettre pour l'instant x, on va dire. En y, je sais que le deuxième point en hauteur, l'altitude du deuxième point, il est à la surface du vinyle, il est censé être à 0 lui aussi, donc je mets 0. Et en profondeur, eh ben, ce deuxième point, il est censé, en profondeur, être à la même profondeur que le premier. Lui, là, ce petit cachotier, et lui, en Z, ils sont tous à la même profondeur. Donc là, je vais créer mes 5 points qui correspondent au premier échantillon. Donc la profondeur de celui-ci, c'est aussi I fois Z step. Alors, pour éviter des calculs inutiles, puisque mes 5 points que je vais créer là pour le premier échantillon, ils ont tous une profondeur de I égale Z step, pour optimiser, au lieu de demander au programme à chaque fois de recalculer I fois Z step, etc., je vais simplement enregistrer une variable prof ou profondeur. Ouais, je vais l'appeler zprof. Comme ça, c'est la profondeur en Z. C'est égal à I fois Z step. Et comme ça, ici, je n'ai plus qu'à mettre zprof. La valeur est déjà calculée, ça m'évite de... Enfin, ça évite au programme de refaire le calcul à chaque fois. Et ce x là, là ça commence à se compliquer. Pardon. Alors, pour calculer la position du x, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle la vidéo P100-A, qui est l'introduction, comment fonctionne un vinyle. C'est que la largeur minimum entre des points là, tiens, lui il n'est pas à 0, mais bon, c'est pas bien grave. La largeur minimum entre des points d'un sillon, c'est 40 microns. Alors je vais le dessiner, je vais dire que ça c'est le minimum, c'est 40 microns. Alors ça fait un U comme ça et un M, un U avec une longue barre, voilà. Ça c'est le minimum, et le maximum c'est 80. 80, je vais y arriver, microns. Allez, you. Donc en fait, si on rapporte à notre échelle, si là on a 80, et que nous on va de moins 50 à plus 50, donc sur la largeur globale on a 100. Et donc, puisque le micro-sillon il peut pas faire en largeur moins de 40 micromètres, et au maximum 80, si on part du centre ici, de ce côté on a 20, ça c'est le minimum on va dire, et ici on est à moins 40. Enfin, ici, on est à moins 20 au maximum, et là, on est à moins 40 au maximum, puisque moins 40 ici et plus 40 là, ça fait les 80 en tout. Donc, quand il n'y a pas de signal audio et quand on est sur un point neutre, on se trouve ici entre le moins 20 et le moins 40, on se trouve à moins 30. Idem pour l'autre point là, entre le plus 40, enfin le plus 20 ici, et le plus 40 ici, puisque ici on est à 0, donc plus 40 là, moins 40 là, entre moins 40 et 40 il y a les 80 qui sont le maximum, le milieu là il est à plus 30.
Sachant qu'ici, on a indiqué moins 50. Je ne voulais pas expliquer au début, mais j'ai choisi moins 50 et le maximum ici, plus 50. Voilà. Bon, j'espère que c'est compréhensible. Ce qui veut dire que le médian, il est là à moins 30 et à plus 30. Donc on va partir du médian à moins 30 et plus 30 pour encoder nos valeurs. C'est-à-dire que quand nos valeurs sont à 0, là, pour la piste gauche, on va être à moins 30. Quand la valeur est à 0 pour la piste droite, on va être à plus 30 en X. Et puis ensuite, on va ajouter ce qu'il faut ajouter pour arriver, par exemple, à moins 20, ou ajouter pour arriver à moins 40 ici, moins 30 là, et moins 20 ici. Voilà. Donc, on part de moins 30, et on va simplement ajouter la valeur que l'on a lue, mais en microns. Alors, la valeur qui est lue, alors c'est pas du micron, c'est une valeur qui s'étale de moins 1 à plus 1 sur les variations de notre courbe. Donc pour la coordonnée x du canal de gauche là, déjà on sait qu'on part de moins 30 et on va rajouter la valeur du canal de gauche, donc c'est left, et lequel, celui qui a l'index i, puisque là on est en train de travailler, for i égale values, on est en train de travailler sur le premier échantillon, son index est i, qui pour l'instant est égal à 0 pour la première boucle, on va dire. Alors, ceci dit, j'ai un problème ici, puisque mes valeurs de cleft que j'ai lues dans le fichier texte, elles vont de moins 1 à plus 1. Donc, si je ne fais que rajouter moins 1 au plus 1 à ce moins 30, qui est la référence là à gauche, ça va se déplacer de pas beaucoup, alors que j'ai une amplitude maximum qui va de moins 30, enfin de moins 20 à moins 40, le centre étant à moins 30. Donc, puisque mes valeurs vont de moins 1 à plus 1, si je veux les adapter à mon échelle sur moins 30, là, pour aller de moins 40 à moins 20, il va falloir que je prenne le cleft et que je le multiplie par 10 en fait. Comme ça, s'il est égal à 1 multiplié par 10, enfin oui, ça va faire 10, donc il va aller de moins 30 à moins 20. S'il est égal à moins 1, multiplié par 10, ça va faire moins 10, et il va aller du centre moins 30 à moins 40. Donc il me faut un facteur multiplicateur. Je vais rajouter ici une variable que je vais appeler factor égale 10, et je vais prendre mon cleft. Alors je vais mettre des parenthèses pour que ce soit bien clair, même s'il y a toujours comment dire, mathématiquement on utilise comment dire, les priorités. Donc ici je peux faire moins 30 plus cleft fois, pas 10 mais fois factor, je l'ai appelé, ouais, voilà. Et là je vais refaire la multiplication à chaque fois et tout. Donc au lieu de faire ça, quand je vais enregistrer les données là, cleft et cwrite, je vais les multiplier directement ici en fait. Donc mon factor, je l'enlève de là, je le mets là. Et quand je vais remplir mes tableaux de données, donc je vais prendre le float, la valeur numérique avec virgule, que je vais multiplier par factor. Idem ici, multiplié par factor. Comme ça, je n'ai pas besoin d'utiliser le factor ici. Je peux simplement additionner, puisqu'il a déjà été factorisé avant, je peux simplement additionner la position de mon cleft, puisqu'il a déjà été multiplié par 10. Donc s'il est à 0, j'ajoute 0, je reste à moins 30. S'il est à 1, j'ajoute
la valeur qui a été enregistrée, qui est de 1 fois 10, donc j'ajoute 40, donc je me retrouve à moins 20. S'il a été factorisé et s'il est égal au minimum, donc à moins 1, fois 10, ça fait moins 10, donc je me retrouve à moins 40. Voilà. Donc là, on a le premier point. Enfin, le premier point de la courbe gauche. Avant de calculer le point intermédiaire, là, je vais m'occuper, puisque pour calculer la position, attendez, je quitte cet outil, pour calculer la position de ce point-là, et pour avoir un angle droit là en bas, il va falloir que je connaisse la position du point d'index 3, 0, 1, 2, 3. Donc pour calculer la position du point d'index 2, il faut que je connaisse la position du 3. Donc on va d'abord s'occuper du 3, et pour ça on va utiliser une variable intermédiaire. Ceci dit, on peut utiliser des variables intermédiaires, par exemple ici. Je vais précalculer mon left x. Je vais l'appeler. Donc Lx, left x, c'est moins 30 plus ça. Et donc là, ça va être Lx. Ensuite, je vais utiliser Rx, qui va être le point de droite. Et Rx, bah, ça va être la même chose, mais un petit peu à l'inverse. Enfin, presque. Ça va être plus 30, plus C right. C right, j'avais mis C parce que c'était channel, le channel de droite. Voilà. Je prends la première valeur d'index i du canal de droite. Donc je pars de 30. Et si le canal de droite il monte en intensité sur les courbes là que l'on a vu ici, quand le canal de droite là il monte, je vais ajouter cette déviation qui a déjà été multipliée par 10 là en haut, par le facteur qui est déclaré là. Donc Rx, c'est 30 plus C right. Donc 30. Si on est en positif, il va aller jusqu'à 40. Si on est en négatif, il va aller jusqu'à 20. Ok, ça c'est bon. Avant de créer, parce que moi j'ai besoin de créer des points dans l'ordre, hein, de créer ce premier point, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, pour chaque échantillon. Donc, là si je fais point append, je crée le premier point, point append, je crée le deuxième point, point d'index 0, point d'index 1, et celui-ci, avant de le calculer, il faut que je connaisse l'autre là. Donc, je vais temporairement donc calculer le point right sur ses coordonnées x, et entre-temps, maintenant, avant de l'enregistrer avec un point append, je vais enregistrer le troisième point, donc celui d'index 0, je vais faire un point append, et là, ça va se compliquer parce qu'il va falloir que j'enregistre ce c4d.vector avec des parenthèses, voilà, comme ça, ok. Il va falloir que j'enregistre ce vecteur x, y, z. Alors on sait que le z, lui, il reste sur la même profondeur que les autres, ok. Par contre, en x et en y, il va varier. Ça se complique. Alors, revenons un instant sur notre schéma, et puis je vais effacer tout ce que j'ai tracé, et on va prendre uniquement la première ligne, là. Si, par exemple, on a une pression acoustique, là, qui est plus élevée, on passe en positif, ici, sur le côté gauche, et que on a aussi du positif sur le côté droit, admettons là, nous ce qu'on veut c'est un angle à 45 degrés ici. Alors, on peut obtenir un angle à 45 degrés en étant là, mais
effectivement, on a un angle à 45, mais moi je veux un angle à 45 par rapport à la perpendiculaire, on va dire verticale. Je veux que le point il soit là pour avoir 45 degrés ici et que ce point soit centré par rapport à mes deux échantillons gauche et droite. Et figurez-vous en fait que ça devient super simple. Si on appelle le point de gauche là, tiens, je peux pas tracer. Damn. What's happening? Oh, je peux plus dessiner. Bouh, tu marches pas. Ah si, ça marche. C'est juste que quand on dessine avec les outils, alors c'est dans Tools, Doodle. On a le Doodle Paint. Pour tracer, en fait, il crée un objet là, et je l'avais désactivé. Donc il faut que je le réactive, et puis je me suis mis des raccourcis là en haut, c'est Tools, Doodle, Paint, Erase pour effacer des parties, et Clear ou Remove Doodle Frame, ou Clear Frame, enfin bref, j'ai mis des raccourcis. Donc là, on a le point numéro 1, enfin on va l'appeler P1, et là on va l'appeler P2. Et on connaît le X de P1 et le X de P2. Donc, en faisant P1 plus P2 divisé par 2, on va trouver le centre. Enfin, P1X plus P2X divisé par 2, on va trouver les coordonnées du centre. Ah, ça c'est déjà bien, ça nous donne le X. Donc, puisqu'on a déjà enregistré, alors je les ai appelés P1, mais c'est P left et P right. Point gauche et point droit. Et figurez-vous qu'on les a enregistrés dans left X et right X. Donc le X, c'est ce qu'on fait une variable intermédiaire, c'est le middle X, quoi, en gros. Donc c'est LX plus moins, excusez-moi. Non, je dis une bêtise. Hein, voilà. J'ajoute LX plus RX, donc left X plus right X, que je divise par 2. Et comme ça, j'ai le point intermédiaire. Si on a un point qui, par exemple, est ici à, je sais pas, moins 30, et que là on a un point qui est à plus 40, je fais la somme des deux, donc 70, divisé par 2, ça nous fait 35. Et voilà, le centre va se trouver à 35, le centre, en X, ok? Donc, on a le X, maintenant il nous faut le Y. Là, il se complique encore un tout petit peu, mais encore une fois, c'est pas si compliqué, c'est pas du Pythagore de folie. Hein. Je vais juste effacer vite fait ça. Ce qui est facile dans mon problème, c'est que si j'ai un angle droit ici, ça veut dire que j'ai un triangle là, avec un angle droit là en bas, et que si j'ai un triangle comme ça avec un angle droit là en bas, ça veut dire que c'est la moitié d'un carré, un carré qui se trouve là. Et si j'ai un angle droit là en bas, cette hauteur là, elle est égale à cette largeur, enfin à cette demi-largeur ici, puisque ça forme un carré. Donc, la distance vers le bas en Y, c'est la même que la moitié de la distance entre P left, le point de gauche, et le point de droite. Cette hauteur, c'est la même que cette hauteur, c'est la même que la demi-largeur qui sépare le point de gauche du point de droite. Donc, là encore, aussi bizarre que ça puisse paraître, en hauteur, ça devient très simple, c'est donc comment je les ai appelés, LX
Donc c'est LX. Non, on va faire l'inverse. Alors là, j'ai fait une addition, je suis parti, j'ai ajouté gauche-droite, ok. Là, on va faire le droite X, le point de droite, moins le point de gauche, donc left X, et tout ça divisé par 2. Alors, c'est divisé par 2, mais je veux que ce soit négatif. Donc c'est moins Rx, donc moins le point de droite en X, moins le point de gauche. Ça me donne la distance entre les deux, que je divise par 2, et que je mets en négatif, parce que je veux que le point en Y, il descende. Et la profondeur, c'est la même. Et maintenant, on peut ajouter notre troisième point, donc avec un point append, qui lui va correspondre donc à notre vecteur c4d.vector, vector avec des parenthèses. Et lui, ça va être ce point-là, donc le 1, 2, 3, 4e point, d'index numéro 3, mais c'est le 4e point. On a ajouté le premier, le deuxième, le troisième, on ajoute le 4e. Et lui, c'est simple, c'est Rx, on l'a déjà calculé avant. En Y, il est à 0, en hauteur. Et en profondeur, pareil, c'est Z profondeur, Z prof, voilà. Et maintenant, on ajoute notre dernier point. Donc encore une fois, je recopie ça, hein, c'est un C4D vector. Et le dernier point en X, il est à plus 50. En Y, il est à 0. Et en profondeur, il est à Z proof. Z profondeur. Et là, donc, on a nos 5 points pour notre échantillon. Donc ça, c'est le point 0. Ça, c'est le point 1. Ouais, je vais les appeler comme ça. Ça, c'est le point... donc ça, c'est P02. Ça, c'est P03. Et ça, c'est P04. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3, 4. On a nos 5 points pour notre premier échantillon. Alors j'efface ça. Voilà, on a les 5 points qui correspondent à ces courbes. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il va falloir qu'on continue cette boucle pour rajouter les points suivants, les points qui se trouvent en profondeur. Puisque là, je vais afficher les autres splines. Donc on a fait là la première spline. Enfin, les points, alors on n'a pas créé de spline en fait. Hein. Ici, on voit des splines, mais on n'a pas créé des splines. On a créé simplement des points dans un champ qui s'appelle points. Donc, points contient des vecteurs. Un vecteur ici, enfin un vecteur des coordonnées x, y, z. Là, lui. Ensuite, il faut qu'on passe au suivant, puis au suivant, puis au suivant, puis au suivant. Alors, ça fait déjà 1h08, donc je vous propose... Alors, ça, je pense que si je fais execute, il ne doit pas y avoir de problème. Voilà, il n'y a aucune erreur dans la console. On peut peut-être juste s'amuser après ça à faire un print point. Print point, donc il va imprimer, afficher dans la console la liste des points. Je fais execute. Voilà. Et en fait, il m'affiche la liste d'une façon horizontale, là. Donc, il y a un premier vecteur, il y a un deuxième vecteur, il y a un troisième vecteur, un quatrième, un cinquième, et puis encore un autre, puis encore un autre. Et vous voyez que les valeurs, elles commencent à changer, là. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Voilà. Donc, ça marche. On a bien enregistré une série de points sur notre série d'échantillons. Alors on peut aussi faire print
println pour connaître le nombre de points qu'il y a dans points, dans notre array qui s'appelle points. Voilà, ici, si je descends, je vais à gauche, là, voilà, on en a 150. Alors, vous vous rappelez qu'on n'a que 30 échantillons dans notre fichier texte. On s'est limité là dans le fichier texte à 30 lignes d'échantillons, du 1 au 30. Chaque échantillon a besoin de 5 points pour faire ses courbes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois 30, ça nous donne bien les 150 points qui ont été enregistrés dans notre liste de points. Voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est long, c'est pas laborieux, c'est intéressant, je trouve, moi. Si vous aimez, like. Si vous n'aimez pas, cliquez sur j'aime pas. Si vous n'aimez pas, vous me mettez un commentaire pour me dire ce que vous n'aimez pas. Et puis un petit merci, c'est le bienvenu aussi. Donc là, on est à 100C, partie 100C, donc on passe à la 100D ensuite, où à partir des points, on va fabriquer les faces du polygone, enfin de l'objet polygonal qui va nous représenter le sillon de notre disque vinyle. Allez, à tout de suite pour la suite, prenez soin de vous, ciao.